Bonjour à tous et bienvenue au potager pour cette nouvelle grande visite. On va faire le tour une nouvelle fois de toutes les cultures. On va faire le point sur les tomates 3 semaines après les avoir installées en pleine terre. On va faire le tour des semis, des plantations de cultures d'été. On va parler de sol, de paillage, de besoins en eau, de compost aussi. J'ai envie de vous montrer où j'en suis avec mon compost pour cette nouvelle saison 2025. Beaucoup de thématiques, beaucoup de choses à voir. Le programme est bien chargé. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors avant tout, je commence par vous montrer le potager vu du ciel. Ça y est, après presque 10 ans, je me suis décidé à acheter un petit drone et ça va me permettre donc de vous offrir par moment un autre axe de partage, une autre vue. Et puis pour tous ceux qui me disaient mais comment est structuré ton potager, on s'y perd un petit peu, on ne sait jamais où tu es. Et bien là donc avec cette vue aérienne, ça me permettra à chaque fois de vous dire où est-ce que je me situe dans le potager. Donc pour vous résumer en gros, vous voyez que c'est quand même un grand potager. Il y a aujourd'hui plus de 25 parcelles, elles font chacune entre 4 et 10 mètres carrés pour les plus grandes, et c'est donc un principe vraiment de parcelle définitive. J'ai des allées définies, ces parcelles je n'y marche jamais dessus, je mets juste un petit coup de grelinette parfois pour incorporer mes apports de matière organique, et donc avec cette surface, je dois être à peu près à 200 mètres carrés cultivés, j'espère au mieux nourrir ma famille, et je vous rappelle qu'on est 4 personnes, 4 adultes pratiquement, puisque mes enfants ont aujourd'hui 12 et 14 ans. Donc vous voyez aussi beaucoup d'arbres, beaucoup d'ombre portée sous mon climat du sud, ça m'aide beaucoup. J'ai une haie aussi qui est plein sud et qui me permet d'avoir toute une zone qui est, alors pas à mi-ombre, mais on va dire un tiers d'ombre, puisque le matin, le soir, j'ai une ombre portée de la haie. Et d'ailleurs, on va commencer par visiter cette zone et aller voir la culture des tomates. Alors, concernant la culture des tomates, j'ai plein de choses à vous raconter. Je vous avais laissé il y a 3 semaines, vous savez, avec ce que j'avais appelé un choc de transplantation, d'avoir implanté les plants un petit peu trop tôt en saison. Les nuits étaient encore un peu froides, la saison n'était pas vraiment installée, et d'être sous serre et de passer en pleine terre, eh bien j'avais vraiment des plants qui avaient mauvaise mine, les feuilles qui jaunissaient. J'étais un petit peu inquiet d'ailleurs, mais pas trop non plus, parce que je sais que souvent ça se remet très bien. Et effectivement, regardez, 3 semaines après, c'est impressionnant de voir comme les plants se sont adaptés à ce changement. Ça a mis à peu près 1 semaine. Ils ont fait pas le mine pendant quelques jours. Et puis une fois que la saison s'est bien installée, que les nuits ont été un petit peu moins froides, les journées plus chaudes, les plants se sont remis à avoir une pleine vigueur, les feuilles redeviennent bien vertes. Et aujourd'hui, j'ai des plants qui arrivent déjà à 80 cm, 1 mètre de hauteur. Donc mon boulot, c'est de porter attention au quotidien à la culture. Je passe un petit peu tous les jours, j'enlève les gourmands pour vraiment mener la culture sur une tige principale. Ici, je me régale de faire ainsi. Je trouve que les plants sont bien oxygénés, ne prennent pas trop de place. Ça me permet d'en implanter tous les 40-50 cm. J'enlève parfois aussi les branches, les feuilles du bas, parce que je sais que rapidement elles deviennent improductives, elles consomment de l'eau pour rien, à transpirer pour pas grand chose. Donc j'élimine les branches du bas. Donc les gourmands, parfois j'en laisse un pour mener le plant sur 2 tiges principales. C'est un petit peu au ressenti, mais après, jamais j'en laisse plus parce que sinon ça fait des gros buissons, c'est galère à tutorer, donc je préfère faire ainsi. Donc voilà pour cette culture. Rapidement vous parler du besoin en eau sur les premiers stades. Vous avez vu dans la dernière vidéo, c'est tout juste 0,1, 0,2 litres par plant, mais rapidement ça augmente parce qu'il faut que le plant transpire. Donc ici d'être à mi-ombre, je réduis un petit peu les besoins, mais quand même je veille jour après jour, je regarde un petit peu sous mon petit paillage. Je vous montre d'ailleurs ce sol, regardez ça, depuis 10 ans d'apport de matière organique. Ce qui est génial, c'est que j'ai un sol éponge. Là, j'ai eu un dernier orage il y a une bonne semaine et ça a retenu l'entièreté des 60 litres quasiment qui sont tombés au mètre carré. Et ça me permet ainsi de bien réduire mes besoins en eau. Et pour finir avec cette culture, un point aussi sur ma façon de la tutorer. Avant, je faisais des tipis. Vous savez, je mettais 4 bambous et je les faisais se rejoindre. Mais en fait, j'ai un sol qui est tellement limoneux, argileux, que je remarque que de mettre un bambou seul tout droit, eh bien, il se tient très bien dans le sol. Alors sur sol sableux, c'est moins évident, il faut faire des tipis je pense, mais là je préfère faire ainsi parce que comme ça les plants gardent une belle oxygénation une fois qu'ils arrivent en hauteur, alors qu'avant sur les tipis ça devenait un petit peu trop dense en hauteur. Donc un bambou ou un roseau, une canne de Provence, une tige en métal, une spirale, mettez ce que vous voulez, mais moi ici j'en mets un donc pour chaque pied, espacé de bien 50 cm et j'ai comme ça de bons résultats.
Alors après les tomates, tant qu'on est dans cette zone à mi-ombre, j'en profite de vous faire le tour de cette zone. Donc vous voyez des oignons qui ont été installés début mars, on va les récolter à partir du mois de juillet en oignons jeunes, frais, et puis ensuite un petit peu plus tard des oignons à conserver. On voit ensuite des blettes qui sont dans leur deuxième année, et là ça y est, elles montent en graines. Je vous en montre d'autres qui sont à plusieurs endroits du potager. J'ai récolté à la folie sur ces dernières semaines, ça fait plus d'un mois et demi qu'on se nourrit de ces blettes de deuxième année, et là ça y est, elles montent vraiment en graines, donc j'arrête les récoltes sur ces blettes de deuxième année. Je ne vais pas tarder à arracher la majorité des plants, je vais en laisser juste un ou deux pour récolter justement quelques graines, et puis le reste ça ira soit en paillage, soit au compost qu'on verra tout à l'heure. Et pour ces blettes, maintenant j'ai en fait les plants de première année qui prennent le relais, je vous en montre quelques-uns. Vous voyez que là les feuilles sont 10-20 fois plus grandes que celles de deuxième année où elles deviennent toutes rikiki, et là ça y est, ces plants de première année, ils vont nous offrir des récoltes sur les mois qui vont venir jusqu'au gel de cet hiver. Ensuite, le plant va rester en pause et va continuer à produire une dernière fois au printemps prochain avant de monter en graines. Donc c'est vous dire vraiment la générosité de cette culture. Vous pouvez encore implanter des blettes ce mois de mai, ce mois de juin, ce mois de juillet, ce mois d'août même, dernier délai, pour implanter cette culture dans vos potagers. Ensuite, on continue encore un peu et on arrive à une culture de mange-tout. Et là aussi, c'est l'occasion de s'arrêter un petit peu dessus. J'en ai sur plusieurs parcelles du potager. Et encore une fois, cette saison 2025, on est à la fête avec cette culture de mange-tout. J'ai 3 variétés à vous montrer. Rapidement, je vous reprends l'historique. On avait semé ça de fin février à mi-mars, une graine tous les 2 cm. On essaie d'éviter les limaces qui adorent cette culture. Et si on y arrive, ensuite, 2 mois et demi plus tard, on se retrouve vraiment avec un festin de mange-tout. Donc là, ici, vous avez la variété Alfreda. Je trouve que c'est la meilleure variété qui existe. On a des cosses de mange-tout qui sont énormes, 2-3 fois plus grosses que d'autres variétés. Donc celle-ci, je la refais chaque saison. Une autre variété aussi à vous faire découvrir, la variété Golden Sweet. Alors celle-là, elle est chouette parce qu'elle est de couleur jaune doré. Et ça, c'est intéressant parce que les mange-tout, vous savez, on n'arrive jamais à tous les trouver. Ils se confondent avec les plants et il faut faire 3, 4, 5 fois le tour sur la culture. Et chaque fois, en fait, on a l'impression d'en découvrir de nouveaux parce que vert sur vert, on galère toujours un petit peu. Bon, c'est pas une grosse galère, mais là de les avoir jaunes, ça contraste et on les récolte encore plus facilement. Et puis c'est chouette, c'est beau, ça contraste de couleurs, c'est toujours agréable. Et la dernière variété que j'ai essayée, c'est la variété Normand. Elle est superbe, elle est un peu trop montée à mon sens parce que j'avais mis un grillage de 1 mètre, mais elle arrive à 1,50 m, presque 1,70 m. Donc ça a tendance un petit peu plier là, sitôt que j'ai du vent, mais ça va, j'arrive à la contenir et là, énorme productivité. Donc c'est mange-tout, on s'en régale, là on récolte, on va en avoir à la folie pour les 3-4 semaines à venir. Et quel goût, hein. Je vous mets quelques images rapides en cuisine avec des petits oignons là que j'avais plantés à l'automne, avec des petits pignons, et puis voilà quoi, hein. Vous connaissez le dicton, vous connaissez le proverbe, c'est un total régal. Ensuite, on arrive aux petits pois. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup, parce qu'en gros, c'est exactement comme les mange-tout, c'est la même saisonnalité, c'est le même régal en cuisine, c'est le même régal pour les yeux aussi. Regardez cette variété Blow Shocker, elle est grimpante en plus, elle monte à une hauteur folle, elle me dépasse plus de 2 mètres de haut, des cosses violettes, c'est vraiment superbe. Et concernant les variétés, là aussi, je tiens à vous en montrer une autre extrêmement productive. Je vous l'avais montré la saison dernière et je vais la faire en fait toutes les saisons, tellement elle est productive. C'est la variété Eddy. Il y a une double en fait production à chaque nœud là, c'est vraiment extrêmement productif et les cosses sont énormes. Ça ressemble parfois à des cosses de fèves, c'est pour vous dire la grosseur. Et puis en plus c'est extrêmement bon. Donc les petits pois, là aussi j'en ai sur pas mal de parcelles, des grosses quantités parce qu'en plus ça se congèle bien, contrairement au mange-tout qu'on mange tout de saison. Les petits pois, eux, on en consomme là durant ces semaines à venir. Mais on va aussi en congeler une petite partie pour se régaler du potager une fois qu'il sera un petit peu moins généreux.
Ensuite, on continue la visite. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails, mais en gros, vous avez des blettes, des petits pois, des mange-tout, des oignons, des tomates, un petit peu partout. Et on arrive à la culture des fèves. Alors là aussi, on va s'arrêter un petit peu dessus. Là aussi, ça y est, on arrive à récolte pour cette culture précoce de saison. Moi, j'appelle ça des cultures de mi-saison qui aiment bien les douceurs, mais qui détestent les chaleurs. Et là, vous voyez que les cosses commencent à un petit peu se bomber. Et moi, ici, c'est le stade où je me régale de les ramasser. Alors, c'est vrai que des saisons passées, je les ramassais un petit peu plus jeunes encore pour tout manger. À la fois les cosses, les fèves à l'intérieur, en faire des veloutés. Mais franchement, là où on se régale le plus, c'est à ce stade-là quand elles sont juste bombées. Et en fait, on mange les fèves à l'intérieur, un petit peu comme le petit nectar, le plus ultra, le meilleur de la culture. Les cosses, je les mets en paillage ou au compost. La peau des fèves aussi, pareil, en paillage ou au compost. D'ailleurs, cette culture est géniale pour toute la biomasse qu'elle procure. C'est pour ça aussi que je la fais entre les plants, entre les peaux, entre les cosses. Ça fait une énorme biomasse qui va retourner au sol, qui va nourrir les macro-organismes. Et puis donc, nous, le jardinier, sa famille, on se nourrit de ces jeunes fèves vertes. Je vous mets quelques images en cuisine. Je les fais en salade avec des radis du potager, puis avec quelques petites friandises. Puis voilà, ça nous fait un énorme saladier en même pas 2 repas. Tout est englouti. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, si ce n'est que comme à l'habitude, c'est un total régal. Ensuite, on continue d'avancer, toujours dans cette zone pas loin de la haie, qui est plein sud, donc toujours dans cette zone un petit peu ombragée. On arrive sur une parcelle avec des oignons, des épinards, un semis de carottes qui a germé, ça y est. Alors je vous avais montré tout ça dans de dernières vidéos, donc je m'y attarde pas trop. Ensuite, sur une autre parcelle, des épinards qui commencent à monter en graines. Je les ai récoltés 3-4 fois, chaque fois qu'on récolte, de les récolter feuille par feuille. Ça laisse la place là aussi à d'autres feuilles de se développer. Et puis là, avec les chaleurs qui commencent à s'installer, la culture commence à monter en graines, donc je ne vais pas tarder à faire une dernière récolte et puis ensuite je vais tout arracher, laisser en paillage et les cultures d'été vont prendre place, que ce soit les aubergines, les piments, les poivrons, les tomates, les concombres, les melons, enfin tout un tas de cultures qui peuvent encore être installées au potager au mois de mai, au mois de juillet. Et puis ensuite, encore sur la parcelle d'à côté, on arrive à la culture des pommes de terre et là on arrive à 60 jours après plantation, puisqu'ici sous climat doux, j'avais commencé à implanter cette culture dès le milieu du mois de mars et donc depuis j'ai juste buté la culture avec des restes de tonte, des paillages diversifiés. Et là, donc, ce que je vous propose, c'est de commencer à aller voir si on peut trouver des premières petites patates. On appelle ça des patates primeurs. Elles ne sont pas encore bonnes pour être conservées parce que la peau est toute jeune, toute fine. On peut la consommer d'ailleurs sans aucun souci. Mais par contre, c'est un régal parce que ces patates-là sont très sucrées. Et généralement, donc 60-70 jours après plantation, on peut commencer à les récolter. Donc, je vais aller y faire un tour, aller ce que j'appelle à la chasse au trésor. Et d'ici un bon mois, là on pourra commencer à récolter des patates cette fois-ci de conservation qui auront une peau plus épaisse, qui seront d'un plus gros calibre et ça donc on pourra commencer à les récolter à partir de la mi-juin environ. Et puis pour finir, avec toute cette zone là qui est proche de la haie plein sud, je vous montre très rapidement les dernières parcelles parce qu'elles sont encore en fait avec des cultures peu développées. Je viens d'y implanter tout ce qui est concombre, patates douces, tomates, melons, aubergines. Donc on prendra le temps de visiter bien plus en détail ces cultures dans les semaines, dans les mois à venir. Et puis donc je vous mets la vue du ciel pour vous montrer donc où on est là sur ces parcelles. Et vous voyez qu'on va aller à l'autre bout du potager, tout près de la serre, pour aller visiter donc d'autres zones, d'autres parcelles. Donc on se retrouve maintenant à l'autre bout du potager, sur cette première parcelle qui est la plus proche de la serre. Donc vous y voyez des blettes de deuxième année, des petits pois édits, des mange-tout, quelques laitues. On passe rapidement à la parcelle d'à côté et là on arrive sur la fraiseraie, encore une culture qui arrive, ça y est, à pleine récolte, après beaucoup de patience. Et j'insiste donc sur cette fraiseraie parce qu'elle est vraiment hyper abondante, d'avoir planté là ces fraisiers en racines nues l'année dernière. Donc là c'est une fraiseraie de deuxième année. On voit même pas les fraises, donc c'est bien parce que
que les oiseaux ne les voient pas, donc ils ne viennent pas les grignoter, mais le jardinier ne les voit pas non plus, donc il faut aller farfouiller là-dedans, mais c'est un plaisir d'aller là aussi à la chasse au trésor, ces fraises qui valent une fortune dans le moindre commerce, et là de les avoir au potager, c'est vraiment chouette. Donc là, mon petit boulot du jardinier, c'est là aussi de passer tous les jours, déjà pour récolter, pour enlever les quelques herbes indésirables, espérer qu'il n'y ait pas trop de limaces, mais bon, ça c'est parfois inévitable quand on n'a pas de bâche, donc j'ai 10-20% de la production qui se fait quand même grignoter par les limaces tout simplement. Et puis aussi mon boulot, c'est d'arracher les stolons, vous savez, ces rejets qui font chaque plant mère pour faire des petits plants bébés, et là c'est trop tôt encore en saison, donc j'élimine tous ces stolons, et plus tard en saison, j'en laisserai quelques-uns pour faire des nouveaux plants de fraisier, installer encore et toujours des nouveaux plants, mais là les stolons, ça pompe de l'énergie en fait, ça pompe de l'eau, de l'énergie, donc j'essaie de tous les supprimer, tout ce que je peux voir, pour vraiment concentrer l'eau, l'énergie sur le plant mère pour qu'il fasse un maximum de production de fraises. On continue ensuite sur cette zone et vous voyez encore des plants de fèves, des blettes de deuxième année, quelques zones de libre aussi, parce que j'ai pas fini d'implanter mes cultures d'été, des plants qui attendent dans la serre, que ce soit des melons, des pastèques, des patates douces, tout ça est en train encore de se développer. Je pense aux courges, je suis pas pressé ici sous climat doux, entre mi et fin mai, c'est une très belle période, le sol va être pleinement réchauffé et ça va repartir à toute vigueur. Et puis ensuite là j'ai laissé le sol bien paillé et comme on a eu des gros orages en fait, je me rends compte que sous ce paillage, le sol est encore presque trop humide et ça risque de manquer d'oxygénation, de manquer d'aération. Donc je laisse un petit peu ressuer là, que ça sèche un petit peu pour avoir vraiment un bel équilibre à la fois d'humidité et d'oxygène pour accueillir au mieux mes cultures d'été. Et puis encore sur les parcelles d'à côté, on va passer assez vite. Là vous avez justement des cultures d'été qui sont installées parce que c'était bien dépaillé. En fait il y avait les laitues auparavant. Donc j'ai pu y mettre des poivrons, des aubergines, des piments. Derrière des oignons qui montent en graines, j'en laisse quelques-uns, je trouve que c'est beau, c'est architectural, ça monte à 1,50 m, ça va faire aussi quelques graines. Puis on a récolté les derniers qui d'ailleurs commençaient à avoir une peau un petit peu trop dure, les oignons, une fois que ça monte trop en graines, c'est plus trop comestible, ça fait un petit peu de peau trop coriace. Quelques choux, quelques patates, quelques mange-tout, un petit peu de toutes les cultures qu'on a déjà un petit peu vues. Et puis je vous remets la vue du ciel pour que vous me voyez là en train de récolter les mange-tout et en train justement d'aller sur l'autre zone récolter aussi des mange-tout et cette autre zone qu'on va aller voir de suite. Alors sur cette autre zone, on commence avec la première parcelle, elle avait des laitues, d'ailleurs vous voyez j'ai pas tout récolté, parfois on a des excès, bon, c'est pas grave, tout va retourner au sol directement, quelques fèves, et pour vous dire donc que cette parcelle, une fois qu'elle va être libérée, je vais la consacrer à une expérience sur les tomates. Je vais faire diverses expériences, diverses comparaisons, notamment sur des tomates que je vais essayer de mener sans eau, sans arrosage. On va faire une quinzaine de plants sur cette parcelle. Certains que je vais planter profondément, d'autres que je vais planter moins profondément, certains que je vais arroser pour juste répondre aux besoins en eau, certains que je vais arroser 2 fois moins et d'autres que je ne vais pas arroser du tout et on pourra comme ça vraiment comparer. Je vais aussi tester des variétés qui sont reconnues pour être adaptées à la sécheresse avec des variétés qui elles ne sont pas reconnues pour et on verra là aussi s'il y a des différences. Donc je vais attaquer tout ça fin mai et puis ici comme il pleut très peu normalement au mois de juin, au mois de juillet, on va pouvoir faire un suivi et en déduire des résultats, des observations sur ces tomates plus ou moins arrosées et voir les différences de résultats. Ensuite sur le reste de la zone, je vais passer assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements avec les précédentes visites, des mange-tout, des patates, des fèves. Juste un petit focus sur les choux brocolis Purple Magic, je les avais semés dès le mois de janvier, plantés début mars et regardez là aussi cette originalité vraiment d'avoir ces belles pommes là de choux brocolis et ensuite de récolter la pomme principale, on peut espérer avoir des rejets, avoir ensuite encore de nouvelles récoltes. Je finis aussi avec les betteraves, pareil, semi-précoces, dès le mois de février dans la serre, en plaque alvéolée, plantation mars. Et là aussi, encore une culture qui arrive à récolte, dont on va pouvoir la consommer de saison et aussi en congeler quelques petites parties pour se régaler du potager ce plein hiver.
Ensuite, on continue la visite, je vous remets la vue du ciel et on arrive à une zone à artichauts. Et là, ici, sous climat doux, ça y est, on arrive presque à la fin de la récolte. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, ici, sur une bonne dizaine de plants sur l'ensemble du potager, on a dû récolter bien 80 voire 100 artichauts. On s'en est vraiment bien régalé. Et vous dire juste que je trouve que pour avoir une belle productivité avec cette culture, c'est de laisser 3-4 rejets. Vous savez, on appelle ça des œilletons. Cette culture est vivace, elle peut produire d'année en année. Et chaque fois, vous avez des rejets qui partent du sol, qui partent du plan mère. Si vous en laissez une dizaine, ça va énormément buissonner sans forcément beaucoup produire. Et si vous laissez juste un rejet, vous allez manquer de production. Donc ici, moi, au fil des saisons, je trouve que mon bel équilibre, c'est de laisser, je vous répète, 3-4 rejets. Comme ça, vous avez plein de branches à chaque fois et vous pouvez espérer 8, 10, 12, 15 artichauts dans le meilleur des cas. Et franchement, quand on voit le prix des bottes d'artichauts, c'est minimum 1 € le moindre artichaut, 4 € les 4 artichauts de bonne qualité. Donc là, d'en avoir récolté quasiment une centaine, je vous laisse faire le calcul. Ça fait une belle somme de récolter. Ensuite, on va passer aux carrés potagers qui sont juste derrière moi. Mais avant ça, je voulais vous faire un point avec le compost. Vous savez que j'adore ça, on appelle ça l'or noir du jardinier. Chaque saison, je consacre une grosse partie de mes résidus de culture, puis aussi tous les restes ménagers de la maison, nos restes de repas, d'épluchures, de cartons, de coquilles, marc de café, tout ce que vous voulez. Tout ça va dans le composteur et ça représente des quantités folles. Mais alors, qu'est-ce que ça réduit? C'est assez hallucinant et au final, j'ai d'ailleurs jamais assez de compost. Je pense avoir 200, 300 kg grand maximum, ce qui est déjà une énorme quantité. Donc je vous montre où ça en est, de toujours, par contre j'insiste vraiment, je respecte toujours cet équilibre, 2 tiers de matière humide pour 1 tiers de matière sèche. Chaque fois que j'apporte des matières humides, je vous montre là dans le composteur d'à côté, je commence à lancer du coup mon nouveau compost, donc j'apporte des matières humides, reste de la maison, reste de culture, et hop de suite je mets un petit peu de feuilles, de brindilles, de matière sèche pour aérer, pour oxygéner, et donc plusieurs mois plus tard, on se retrouve avec ce que vous avez donc dans ce composteur à côté qui commence à devenir un petit peu mûr, mais pas encore, il y a encore beaucoup de grossièreté, mais là hop, de le passer un petit peu au tamis, vous voyez que je peux commencer à récupérer quelques précieuses poignées de cet or noir, et ça n'a rien à voir, j'insiste, mais souvent on parle de compost de surface, c'est une autre finalité, là c'est vraiment pour aller nourrir les macro-organismes, mais là de faire cette alchimie en tas, c'est un petit peu comme une recette de cuisine, chaque ingrédient va bonifier les autres ingrédients, toutes les matières vont se bonifier entre elles, et on obtient vraiment cet or noir là, comme un genre de humus, mais c'est nous qui le faisons, donc on appelle ça du compost, et ça va pouvoir aller améliorer notamment mes dernières parcelles qui ont que 3 ans d'ancienneté. Elles demandent encore à avoir une meilleure structure, une meilleure consistance, une meilleure fertilité, et je ne vais pas hésiter à y apporter des brouettes de compost. Donc voilà pour ce petit point, je ne vais pas tarder à m'en servir, et puis surtout à l'automne, là j'amenderai mon potager avec des restes de fumier, avec d'autres apports aussi que je vais vous parler tout à l'heure, que j'ai mis aussi dans mon carré potager. Et d'ailleurs, donc, on y vient. On finit cette vidéo avec les carrés potagers. Alors ces carrés potagers, vous voyez qu'ils sont complètement transformés par rapport aux dernières visites où il y avait des laitues, des radis, des mesclun. Tout ça est terminé maintenant et je remplace petit à petit par des cultures d'été, des tomates, des poivrons, des aubergines. Je vous montre plus en détail un carré potager où il y avait, vous savez, les mesclun de salade asiatique, de la roquette, de la moutarde. Et bien tout ce que je n'ai pas récolté est monté en graines, ça fait un petit peu comme un engrais vert. Alors c'est génial, presque on aurait envie de le laisser avec ses floraisons, ça attire les pollinisateurs. Mais bon, il faut que le potager produise, il faut que ces carrés produisent. Donc là, je me décide à les arracher. Ça va simplement me servir de paillage, ce qui est aussi génial. Ça a de multiples rôles, du coup, ces cultures. Donc, j'arrache le reste de roquettes, de mesclun asiatiques. Et puis, je mettrai tout ça en paillage. Donc, entre-temps, eh bien, je vais planter mes cultures estivales. Donc,
Pas de préparation de sol particulière. Ici, j'ai rempli mes carrés avec une belle terre végétale, bien meuble, des composts des saisons précédentes. Niveau fertilité chimique en minéraux essentiels, hein, vous savez que ces cultures sont très gourmandes et j'ai rien apporté de particulier cet automne sur ces carrés. Donc là, je me dépanne, comme je fais parfois, avec de l'engrais organique. Je fais un petit focus là-dessus parce que je suis allé chercher un partenaire sur cet engrais organique. Ça fait plusieurs années que je l'utilise. Moi, j'ai un seau là de cet engrais organique que j'avais acheté, je crois, il y a 3 ans et ça me suffit en fait parce que j'en utilise pas énormément. Et je suis donc allé chercher un partenaire parce que vous êtes nombreux à me demander quel engrais j'utilise. Et à mon sens, hein, de tout ce que je peux connaître, c'est le meilleur engrais organique que je connaisse parce qu'à la fois, niveau prix, on est à 6 € le kilo. Et je vous laisse comparer avec d'autres engrais organiques qui sont parfois à 10, 20, 30, 40. Je vois même des engrais organiques biologiques parfois à 50 € le kilo. Donc là, c'est 6 €. Et surtout, la constitution. On est là sur un engrais à base de guano. Donc ça donne un coup de boost, un effet assez rapide. Ça me fait penser à Jean-Martin Forcier, qui est un célèbre maraîcher qui révolutionne un peu cette approche du maraîchage biologique. Il résonne par beaucoup de compost, mais un petit peu de guano aussi. Donc il y en a dans cet engrais. Et puis aussi tout ce qui est compost de fumier, poudre d'os, poudre de plume. Et tout ça fait au final un formidable engrais. Et avec la moindre poignée, vous offrez une ressource minérale qui est géniale et d'origine bien sûr naturelle pour vos légumes. Donc vous avez le code Olivier10 hein, qui vous permet d'avoir 10% de promo sur un prix qui est déjà extrêmement avantageux. Donc c'est sur Comptoir des Jardins. Hein. Vous avez d'ailleurs le code qui marche sur l'ensemble de la boutique. C'est vraiment un site très sérieux. Je connais les gens qui s'en occupent et je me porte garant vraiment de la qualité de leurs produits et du service client qu'ils proposent. Donc n'hésitez pas à vous procurer cet engrais si vous souhaitez vous dépanner comme moi quand on n'a pas assez de compost, quand on n'a pas assez de paillage. Et puis aussi, de toute façon, les engrais organiques, ça apporte un complément vraiment de richesse pour les cultures les plus gourmandes. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo sur les carrés potagers, sur l'ensemble des 25 parcelles. J'espère que ça vous aura apporté quelques inspirations et ça vous aura donné envie de faire du potager par chez vous. Merci d'être passé par ici, merci pour votre attention, merci pour vos retours, notamment sur la dernière vidéo sur les besoins en eau des tomates. J'ai eu plein de retours et c'est toujours un plaisir de lire vos encouragements. Ça donne encore plus de motivation à continuer à créer du contenu tout au long de la saison. Merci encore donc et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!